Batman. Batman numéro 410, août 87, par Collins, Cockrum et De Carlo. Mais surtout, sous la supervision de Dennis O'Neil, qui a repris la main un petit peu sur la production de Batman depuis les années 70. On reviendra sur ce point-là. Un numéro intéressant. Un numéro intéressant dans la mesure où il prend place juste après un bouleversement qui a lieu dans l'univers du comics, qui est le travail de Miller. Travail de Frank Miller à travers deux œuvres, le Year One et le Dark Knight Returns, qui va faire l'effet d'un feu d'artifice, d'une apocalypse et en même temps d'une aube dans le monde du comics. Dans la mesure où Frank Miller va non seulement mettre sa patte sur le personnage de Batman, mais en plus va lui offrir de nouveaux horizons. Et surtout, va considérablement infléchir l'histoire du traitement du personnage de Batman jusqu'à aujourd'hui. On est ici à travers ce numéro 410 juste après. Rien n'a été digéré. Dennis O'Neil est toujours aux manettes. Dennis O'Neil a offert au personnage de Batman, à travers un comics sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, un infléchissement. Le vilain est creusé dans un sens plus psychologique. La mythologie binaire, la mythologie du 0-1, qui était déjà à l'œuvre dès les origines du personnage, va ici être approfondie jusqu'à l'excès, jusqu'à la nausée par Dennis O'Neil. Il va ouvrir la voie à un nouveau traitement du super vilain. Et ce numéro 410, qui vient juste après le run de Miller, la mise en place de son Millerverse, est intéressante pour nous parce qu'elle nous rappelle que, contrairement à ce qu'on a pu penser, il est hors de question pour les auteurs, à cette époque-là, de faire abstraction des 30 ans qui viennent de se passer. Il s'agit de confondre le passage du méchant de polar au super vilain par l'intermédiaire du réinvestissement d'une dualité, celle de Batman et Robin, celle qui transperce le personnage de Double Face lui-même. L'œuvre de Miller n'a pas encore été digérée dans ce numéro. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on a pu penser, il ne se passe pas rien entre 45 et 87. Il y a une histoire à laquelle ces auteurs tiennent et qu'ils comptent ici réinvestir. Une espèce de mise en place confuse de cette dualité entre la mythologie et le politique, de cette dualité entre une construction traditionnelle d'un méchant de polar et la construction qui deviendra presque métaphysique d'un super vilain. Parcourons un petit peu les pages de ce Batman The New Adventures par Collins, Cockrum et De Carlo sous la supervision de Dennis O'Neil. Numéro 410, août 87. Depuis 6 mois, la Batcave est devenue une école. Un programme rigoureux d'entraînement d'un nouveau Robin. Souvenir de cette dualité. Batman, Robin, le père, le fils. Problématique filiale qui entra l'histoire de Batman. 6 mois ont passé, Jason Todd progresse. Et là, à travers Jason Todd, la réinscription de l'univers de Batman dans ses origines
cirque, dans son héritage Dick Tracy. Two of a kind. Le prof, l'élève, le maître, le disciple, le père, le fils. Son, fils. Et derrière cet entraînement rigoureux, un secret. La pièce, le dinosaure, l'inflation, mais surtout un mystère. Le Joker est connu. Le jeune Robin apprend l'intégralité de l'univers de Batman. Batman fait confiance, ou plutôt Bruce Wayne fait confiance à son jeune disciple et lui donne un certain nombre de cartes pour se battre contre le crime à Gotham. Le Pingouin, après le Joker. Mais tu n'as jamais mentionné Double Face. On n'a jamais étudié ces dossiers. Pourquoi? Oh, pas pour une raison spéciale. C'est juste que... Allez, fais-moi rentrer là-dedans. T'as vraiment envie que mon éducation soit incomplète, c'est ça? Oui. C'est vrai que tu devrais être initié au secret de Double Face. Il reste un opposant dément et dangereux. Double Face est un vilain tragique, la tragédie. En fait, la cupidité n'est pas la racine de son mal. Il est plutôt motivé par une sorte de folie, à tous les sens du terme. Son vrai nom est Harvey Dent. Il était le district attorney de Gotham City. Il était honorable, il avait des amis, nous étions alliés, nous étions amis. Dent était le plus jeune DA de l'histoire de la ville. Et il avait des statistiques absolument extraordinaires. Lors de ce procès, il avait brandi cette pièce chanceuse. S'était trouvé sur la scène du crime. Va-t'en. Harvey Dent face à l'Underworld. Underway. Incorruptible. Incorruptible Harvey Dent. Et pourtant, un jet d'acide. Un jet d'acide pendant le procès. Et soudain, le jeune et beau Apollon, agent de la justice, dont l'avenir politique semblait si brillant, avait été défiguré. A self-parody. Mais qu'en est-il de la chirurgie plastique? On a essayé. Peut-être que ça aurait amélioré sa condition. Mais les blessures, les cicatrices de Dent étaient plus profondes que ça. Il est devenu obsédé par la pièce de $1, la pièce chanceuse. Two faces, both as perfect as mine once was. Alors déchirez cette pièce. Alors, la marquer de cette cicatrice-là, le diable. Jeter cette pièce. Choisir. Le destin, la décision, la responsabilité. Le jet d'une pièce. Le diable a gagné. Peut-être qu'il a juste fait du crime son mode de vie. C'est vrai. Et là, Bruce Wayne explique le rôle de la pièce. Comment est-ce que tu peux
Qu'est-ce que tu peux faire face à un type aussi imprédictible? Qu'est-ce que c'est que la monstruosité? Sinon la frontière. Sinon la frontière franchie. L'impossibilité pour le pouvoir de toucher ce mal-là. De l'appréhender. De le revenir du côté du préhensible, du judiciaire, de l'incarcérable. Qui limite du biopouvoir. Un type spécifique, un type à part. Two-Face always commits crimes by someone, somehow, on the number 2. That doesn't sound like much to go on. A lot of times I didn't see the pattern right away, but Robin could always pick up on it. Yeah, Sherlock, you, hit the showers if you like. I'm gonna work out on the bars. L'entraînement. L'entraînement est le devenir secret de double face. Il n'a pas l'intégralité de l'histoire. Son propre père. Peut-être le meurtre de Willis Todd. Une fois que Todd l'a croisé. Tu protèges trop l'enfant, dit Alfred. Tu lui donnes pas tout. Tu l'aides pas. Tu le mets en danger. Alfred, l'enfant, est à un carrefour. Il y est presque. Mais lui parler de son père. Je lui raconterai. Il fait des progrès. Il faut être franc. La voix, la nouvelle voix qui est offerte. Dont la voix olympique. La nouvelle voix. La nouvelle voix qui va passer par le costume, certes, par le masque, par Gotham. Mais est-ce qu'on est prêt face au secret, face au moment de bascule, face au moment où l'intégralité des pistes se croisent, la dualité, Batman, Robin, Robin et son père, double face, et son Jekyll et son Hyde. Un enfant, une mission et une nouvelle aventure.
certaine façon. Il y a plusieurs interprétations du personnage de Double Face. Concentrons-nous un petit peu sur celui-ci. Double Face, tel qu'il est présenté par Miller, est un personnage de procureur. Harvey Dent. Harvey Dent, qui était d'ailleurs appelé à l'origine des 42-43, tu nous réexpliqueras tout ça, Harvey Kent, et pour des soucis éditoriaux, on a préféré l'appeler assez vite Harvey Dent. Harvey Dent qui est un procureur, et ce qui est intéressant, c'est que assez vite, et Miller retravaille un petit peu sur ça, il y a une espèce de triumvirat qui se met en place à Gotham entre le commissaire Gordon, qui était réintroduit dans le Year One, son arrivée en train dans la ville, le retour du millionnaire Bruce Wayne qui décide de devenir le vengeur qui sera, et Harvey Dent, procureur incorruptible de l'époque. Et donc du coup on a ce triumvirat qui se met en place assez vite, avec un Batman qui a 2 doigts d'annoncer sa véritable identité à Harvey Dent, auquel il tient beaucoup. Personnage d'Harvey Dent qui est inscrit dans un contexte de polar, qui est inscrit dans un contexte de lutte mafieuse entre plusieurs familles et qui, par l'intermédiaire d'une pièce, arrive à confondre le mafieux local lors d'un procès, qui se prendra un jet d'acide par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs ou du mafieux directement, suivant les versions, et qui va basculer dans cette schizophrénie qu'on connaîtra par la suite. Ce qui est intéressant en fait à l'intérieur derrière ce personnage, à mon avis, c'est 2 choses. Premièrement, dans le cadre du réinvestissement, donc ça tu nous réexpliqueras, Denis O'Neill prend la main sur Batman pendant une bonne vingtaine d'années, et dans le cadre d'un numéro particulier de Batman, que je reprenne ça, c'était donc le 234. Le 234, on est en 1971. On est sur un Batman qui est écrit par Francis Fox Gardner, Mike Friedrich et Dennis O'Neill. Dennis O'Neill qui prendra assez vite l'édition de ce côté-là. Et on est surtout du côté du dessin de Neil Adams. On est en 1971. On est à un moment particulier où effectivement il y a eu sans doute une espèce de pas de passage à vide, mais et ça il faudrait sans doute le réexpliquer, cette tension que tu fais qui me paraît très intéressante entre le vilain et le monstre, où tu as l'air de dire que effectivement le vilain n'est pas le monstre, le vilain est un gangster plus ou moins hyperbolé, quoi, on pourrait dire, mais qui a pas forcément le statut de monstre tel que le cinéma américain le construira. Ce qui m'intéresse ici, c'est que à cette époque-là, il y a la mise en place d'un personnage, un personnage qui est marqué par le prisme du chiffre 2, cette pièce qui, à l'origine, dans la reconstruction, est une pièce qui servirait à confondre le mafieux, et qui, dans d'autres versions, rapprocherait le personnage de Double Face d'Harvey Dent à son passé, un passé complexe, avec un père oppressif, un père difficile, un père qui les a battus, un incendie, le frère mort, et une pièce qui appartiendrait à son père. Une pièce qui sera défigurée d'une certaine façon, une des pages qui sera marquée un petit peu à la lame, et qui servira en fait à construire le personnage de Double Face sous le chiffre 2. Ce chiffre 2 qui, dans les numéros 410 et 411 qui sont marqués par l'édition d'O'Neill, avec Collins au scénario et Cockrum au dessin, marqueront vraiment la construction jusqu'à la nausée de ce personnage sur le chiffre 2, la scène du match de baseball, Double Face n'intervenant que quand il y a que 2 batteurs éliminés, un score de 2-2
entre le, entre le lanceur et le batteur, la deuxième base qui est prise. Bon, la présence du chiffre 2, qu'on retrouvait d'ailleurs déjà dans le double face numéro 234, dans le Batman et Robin numéro 234, avec le trésor du capitaine Bye, qui va renvoyer lui aussi au chiffre 2, et un personnage qui va être marqué par ce prisme de la pièce, et qui, lorsqu'il la jette, peut tomber du côté du bien ou du mal. Ce qui m'intéresse ici, en fait, et la question vraiment que je voudrais te poser, c'est, on est avant. Est-ce que toi, tu considères que euh, on a une mythologie Batman qui est posée en 1943 et qui ne retrouvera vie et ne retrouvera son ombre et sa profondeur et tout qu'avec le travail de Miller en 85-86? Est-ce que tu as l'impression que cette lecture de la mythologie Batman est satisfaisante, ou est-ce qu'entre 83 et 85, il se passe des choses? Qu'est-ce qui se passe entre 43 et 85 dans l'univers de Batman, dans la construction des super-vilains, dans la construction de la monstruosité? Est-ce que tu considères que Batman a réussi à se relever de sa période pop liée à la série? Est-ce que tu considères que c'est une espèce de grand no man's land? Qu'est-ce que tu fais en fait des années 43 à 85? Voilà, c'est une question peut-être un peu complexe Alors, d'ailleurs. c'est une vaste question. Il y a un truc qui arrive aux comics en général au début des années 50, qui est l'instauration du Comics Code. En réaction, enfin, il y a eu une chasse aux sorcières. On est à l'époque de la chasse aux sorcières. Il y a une réaction notamment aux comics beaucoup plus adultes de EC Comics, les Contes de la Crypte, ce genre de choses, qui amènent, après un certain nombre de péripéties, à l'instauration par les éditeurs d'un code qui est inspiré un peu du code Hays qui existait dans le cinéma depuis la fin des années 30. Le Comics Code, donc les vieux lecteurs se rappellent de ce petit timbre avec un A dessus, qui était celui de la Comics Code Authority, qui permettait de certifier aux parents qu'il n'y aurait pas de violence, pas de sexe, pas d'histoire occulte, etc., pas de glorification du méchant dans les comics. En lien avec la Donc, commission ICE? En lien avec la commission ICE? euh, alors c'est la commission Kefauver qui siège dans les années 50. Mais c'est le même. Enfin, ils vont prendre comme modèle les travaux qui avaient été faits justement à l'époque du code Hays, 20 ans, une quinzaine d'années auparavant. Et donc le Comics Code apparaît en 54, ce qui induit d'une certaine façon un renouveau des super-héros, parce que les super-héros disparaissent quasiment du paysage entre 45 et 50. Les années d'après-guerre, ils sont pas propices pour diverses raisons, et on voit apparaître toutes sortes d'autres choses. Il y a beaucoup de comics de western, des comics de romance, des comics de guerre, et des comics d'horreur qui vont déclencher justement cette chasse aux sorcières dans le milieu. Et le Comics Code est tellement restrictif que pour pouvoir avoir de la bande dessinée d'aventure, le super-héros permet de dédramatiser la violence. C'est-à-dire qu'on est sur des histoires un peu pif-paf avec des méchants rigolos, et là le super-héros se prête très bien au carcan du Comic Code. Donc ça va être notamment, le renouveau va venir avec Flash au début des années 50, qui va avoir, quand ils introduisent Barry Allen, Flash va avoir un côté éducatif. À chaque épisode, le méchant sera vaincu grâce au fait que Flash est un scientifique et va utiliser une réaction chimique ou un effet scientifique, un effet physique quelconque pour vaincre le méchant. Ça va être la friction, ça va être la gravité, enfin, il y aura toujours une explication de ce genre-là, donc ça s'y prête bien. Forcément, un personnage marqué par le roman noir comme Batman doit se réinventer à l'époque. Donc il y a le Batman New Look qui est introduit par Carmine Infantino à l'époque, donc c'est là où on voit apparaître le Bat-Signal sur le torse. Au départ, c'était juste une chauve-souris noire, et le rond jaune, enfin l'ovale jaune autour du logo de Batman apparaît
dans les années 50, justement à cette époque de réinvention du genre super-héros tout entier. Et les aventures sont bien évidemment beaucoup moins noires. Donc on va avoir des choses un peu plus psychédéliques, beaucoup plus pop. C'est l'époque où on a aussi un dessinateur qui s'appelle Dick Sprang, qui lui, a visiblement été fasciné par la grande exposition universelle de New York en 39 et va introduire ces bâtiments un peu farfelus avec la caisse enregistreuse géante, la machine à écrire géante et ce genre de choses qui vont pendant longtemps faire partie de la mythologie de Gotham City. Dans les années 60, il y a donc la série télé, mais qui va justement se fonder sur cette version un peu rigolote, des années 50. Et à la toute fin des années 60, il y a justement, avec la fin de la série télé, une réflexion qui est menée chez DC et notamment avec, un auteur dont on a déjà parlé qui est Denis O'Neill, qui va, ramener, qui va faire un premier retour aux sources. Donc il va revenir vers de la noirceur, il va essayer de mettre à jour le personnage de Batman. Donc on a un personnage qui va devenir un peu plus proche de James Bond, d'une certaine façon, avec, notamment la création du super vilain Ra's al Ghul, va être, qui est clairement un méchant, que pourrait affronter, James Bond, que ce soit dans son mode opératoire que dans ses préoccupations. Denis O'Neill va notamment, piocher dans ce qui avait été, créé, aux origines de Batman, notamment des personnages comme Double Face. Il va introduire des nouveaux personnages aussi comme Man-Bat, toujours sur ce principe de la du miroir inversé, enfin de la construction en contre. Donc on va avoir, puisqu'on a Batman, on va avoir Man-Bat. Sachant que O'Neill a fait le même genre de travail de remise à jour et de remise à niveau sur, Superman, sur Wonder Woman avec une version beaucoup plus pop, années 60, très proche de Emma Peel dans Chapeau melon bottes de cuir, qu'il le fera avec, Green Lantern et Green Arrow, toujours avec Neil Adams. Il travaille, beaucoup avec, Neil Adams sur Batman. Il le fera plus tard encore avec, Iron Man ou Daredevil. Enfin, d'une certaine façon, ça, on y reviendra. Donc O'Neill c'est un personnage intéressant parce que lui, il a fait une école de journalisme. Il fait figure d'intellectuel dans le milieu des comics où on a pas mal de dessinateurs qui sont, clairement des prolos, dans la première génération. Là, on entre dans la deuxième génération d'auteurs qui ont pas du tout le même background et qui surtout ont grandi avec les comics de leurs aînés. Donc qui vont pouvoir prendre du recul dessus, travailler à partir de ce qui a été fait, précédemment et le réinterpréter, et c'est typiquement ce que va faire O'Neill sur Batman. Donc il y a une remise en avant du côté polar, peut-être un peu moins gothique, quoique avec Man-Bat, on est clairement dans le gothique, mais il va y avoir pas mal d'aventures, très orientées sur le polar, l'espionnage international, le côté urbain. Hem et donc c'est dans ce cadre-là que, notamment, il réintroduit, Double Face. Après, dans fin des années 70, il y a aussi un petit passage pendant quelques temps de Steven Gerrard, donc qui lui aussi fait partie de cette deuxième génération d'auteurs, qui a beaucoup travaillé chez Marvel jusqu'alors. Notamment, c'est lui qui avait fait, des choses très intéressantes où il intégrait le Watergate aux aventures une métaphore du Watergate dans les aventures de Captain America. Et sur Batman, il va aussi,
réutiliser des méchants grandignolesques tout en les mettant dans un contexte un peu plus réaliste, avec au dessin Marshall Rogers. Ce qui fait que quand Miller arrive, et il y a déjà eu un recadrage du personnage de Batman vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Notons aussi que quand Miller arrive, c'est avec, il y a un poste important dans les comics, en dehors des auteurs, c'est ce qu'on appelle l'éditor, qui est un responsable éditorial qui va gérer un ou plusieurs titres et à partir de 80, c'est Denis O'Neill justement qui prend, en main les titres liés à Batman. Alors, Comme il a travaillé précédemment chez Marvel, et qu'il a été, notamment l'auteur de Daredevil après Miller et l'éditeur de Miller sur, Daredevil, Year One, qu'est-ce que je raconte? Sur Daredevil, Born Again, il va travailler avec Miller sur une nouvelle réinvention de Batman qui va commencer par le Dark Knight. Batman, The Dark Knight, une mini-série américaine de bande dessinée, 4 tomes, sur Batman, écrit et dessiné par Frank Miller, publié en 1986 par DC Comics. Une continuité alternative. Une œuvre curieuse. Une œuvre curieuse. L'histoire se déroule dans une continuité alternative, la Terre 31, dans laquelle Bruce Wayne, âgé de 55 ans, sort de sa retraite pour combattre le crime et faire face aux forces de la police de Gotham City et du gouvernement américain. Le multiverse d'ici d'avant Flashpoint, les événements de The Dark Knight Returns et ses titres sur la Terre 31. Batman a 55 ans. Tu vas trop vite, Bruce. Tu vas trop vite. Bruce et cette moustache grisonnante. Les ordinateurs toujours accrochés à cette Batmobile de compétition. Bruce Wayne à la retraite. I'm in charge now, and I like it. Je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Une course. Une course et le frisson de la vitesse. Le frisson d'explosion. Le frisson du feu. Les roues devant qui décident de tourner à leur façon. Le manque de maîtrise. Le biomécanique. Batman. Ça aurait été une bonne mort. Ça aurait été une bonne mort. Mais peut-être pas assez. Éliminé de la course, Bruce Wayne. Quelques brûlures superficielles. Et des premiers encarts de presse. Des premiers encarts vidéo. Une réinvention en fait du polar par l'intermédiaire de la vidéo. Par l'intermédiaire de la case. D'un nouveau découpage. Le moment Miller. Le génie Miller. L'événement Miller. La réinvention de la planche. La réinvention de la planche. Découpée par encart vidéo. Les commentaires de la presse. Des actes de violence à l'intérieur de Gotham City. Ville Sisyphe, dans lequel Batman aura passé son temps à monter là une gigantesque pierre jusqu'en haut d'une montagne et à la laisser se dégringoler. Le commissaire Gordon, aux portes de la retraite. Et ironiquement, aucune trace de Batman depuis des années. Aucune trace de Batman et la transformation de Batman en une espèce de mythe. Qu'est-ce que le Batman dans un univers où il n'apparaît plus, dans un univers d'histoire, dans un univers où les encarts presse et les encarts vidéo sont devenus la vérité. Ah, Batman, c'est chouette qu'il soit retiré, n'est-ce pas? Mais je suis assez reconnaissant au fait d'avoir survécu à sa retraite. Ah, Bruce Wayne est toujours vivant. Content d'entendre ça. Et j'apprécie le fait que
t'es appris à boire. Souviens-toi de la routine du Playboy. Souviens-toi des mensonges. Souviens-toi d'avoir prétendu derrière le Canada Dry qu'il s'agissait de whisky ou de bière. Souviens-toi. T'as parlé à Dick récemment. Oh là là, je vais pas parler depuis 7 ans. Dick Grayson. Dick Grayson. Robin. Allez, on s'arrête là. On est le peuple. Et on est banni. Why in my God the creatures with and snarls and tells me what I need. I leave my car in the lot. I can't stand to be inside anything right now. I walk the streets of this city. I'm learning to hate. The city that's given up, like the whole world seems to have. I'm a zombie, a flying Dutchman, a dead man, 10 years dead. 10 years dead. Batman dans sa ville. Batman. Réduit à l'état de Bruce Wayne. Le génie de Miller. La réinvention du mythe. La réinvention du polar. Batman, The Dark Knight Returns, publié en 1986 par DC Comics, la série rassemblée en un seul volume plus tard dans l'année. Le titre de l'histoire du premier numéro a été appliqué à les séries entières, soit The Dark Knight Returns. Sur la grande date de 85, où on a un Batman qui devient beaucoup plus dur et qui va intégrer notamment, alors qui utilise Double Face comme antagoniste majeur et qui va en même temps utiliser les apports du cinéma des années 70. Notamment, on a un Batman qui est beaucoup plus proche d'un personnage à la Dirty Harry, avec le côté petite phrase qui fait mouche, dureté du personnage. Il y a un monologue de Batman qui suspend un voyou dans Dark Knight, et Batman lui fait un truc, oui, tu as des droits, mais je passe mon temps à je passe des nuits blanches à compter tous les droits que tu as, et qui te permettront de t'en sortir si je te laisse faire. Donc ça, c'est un truc qui est typique de l'espèce de réarmement du héros dans les années 70, avec notamment l'inspecteur Harry et le personnage joué par Charles Bronson dans Le Justicier dans la ville. Alors Donc il y a un gros... Pardon? Ouais, du coup, effectivement, concentrons-nous sur le moment Miller, en fait, parce que tu as raison. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tu as remis en cause quelque chose qui me paraissait très très important, en fait, c'était cette idée selon laquelle il se serait rien passé entre 43 et 85. Ça, c'est la première chose. Et donc, d'une Oui. certaine façon, Miller est aussi le produit de cette époque-là. Il se passe quelque chose graphiquement chez Miller. C'est premièrement les encarts presse, de plus en plus présent, l'émission de télé qui est sans arrêt présent dans le Dark Knight, des faits divers, des interventions même de Reagan, etc. Il y a tout cet aspect-là. Donc, pour vous remettre dans le contexte, dans le Dark Knight Returns, on est dans le Millerverse un peu, hein. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un Batman qui a une soixantaine d'années, d'un Gordon qui a lui aussi une soixantaine d'années. On est dans un cadre où Batman s'est mis à la retraite depuis quelques années et où le Batman, en fait, est une sorte de mythologie qui est plus ou moins crue. Et on a un Gordon qui va se mettre bientôt à la retraite et qui va être remplacé par une détective féminine, par une femme qui va décider comme première... qui annonce à la télévision qu'elle décidera de mettre le Batman hors la loi. Et ce qui est intéressant en fait dans tout ce run,
surtout par rapport au personnage de Double Face qui intervient plutôt au début, en fait, avant même la Mmh. renaissance du Joker par la sortie de retraite de Batman. Ce qui est intéressant dans cette histoire, donc une histoire qui, au passage, ça tu réexpliqueras si jamais je me trompe, se situe dans une espèce de futur alternatif. Il y a une scène très célèbre, c'est du O'Neill d'ailleurs, où Green Arrow aurait pu se faire emporter le bras dans le cadre d'une explosion, Mmh. et on voit un Green Arrow avec un seul bras, et donc du coup ce qui implique que Miller a choisi un certain futur alternatif. Ce qui est intéressant en fait dans cette histoire-là, au-delà des choix graphiques, c'est de resituer le personnage de Double Face dans une de ses doubles tensions. Pour moi, la double tension de Double Face, c'est la triple tension de Double Face, c'est d'une part son rapport avec la mafia qui le renvoie à l'univers polar de Batman. Deuxièmement, le fait qu'il aurait tué Willis Todd, qui est le père de Jason Todd, et qui le renvoie dans la dualité, encore la dualité, Batman-Robin à un certain moment, que retravaille O'Neill dans le cadre des numéros 400, 410 et 411, en sachant que Year One c'est 404, 407. Donc il le reprend. Et la troisième dimension forte du personnage de Double Face, c'est son rapport avec la pièce, son rapport avec l'enfance et son rapport avec la reconstruction de sa face. Et le fait que au début de Dark Knight Returns, il se reconstitue la face suite au travail d'un psychiatre et d'un politique, et que normalement ça devrait amener sa réhabilitation. Au passage, les travaux, les opérations autour de sa face ont été financées par Bruce Wayne, qui continue à croire en la rédemption possible d'un Harvey Dent à qui il allait donner le secret de son identité dans Year One. En sachant que Dark Knight vient avant Year One. Enfin, absolument passionnant, en fait, le Miller point, quoi. Ce qui m'intéresse ici, en fait, dans le cadre de Miller, c'est donc Double Face arrive assez vite avant même la renaissance du Joker. Il laisse des indices à Batman, un Batman perclus de rhumatisme, un Batman qui fantasme la jeunesse du chef des mutants, tout en montrant une excitation au moment où il manque de se faire agresser, une excitation qui est telle qu'elle décourage les mutants qui allaient l'attaquer. Ce qui est intéressant en fait du côté du personnage de Batman à cette époque-là, tel qu'il est reconstruit par Miller, c'est d'une part effectivement la réinsistance sur sa face sombre, et en même temps, moi j'ai envie de dire une relecture de Sisyphe en fait, une relecture du fait que abolir le crime à Gotham, c'est se recréer cette excitation là qui faisait vivre Wayne. Comment est-ce que tu qualifierais le moment Miller, en sachant qu'O'Neill et Miller ont travaillé sur le Daredevil 191 et autres? Comment est-ce que tu qualifierais cette date-là? En quoi pour toi elle est intéressante? Qu'est-ce qu'elle change? Quelle carte elle redistribue? Est-ce qu'elle favorise un passage du vilain au monstre? Quelle monstruosité tu définirais? Qu'est-ce que c'est le moment Miller dans le manga? Alors, pour moi, il y a une scène qui m'avait frappé à première lecture du Dark Knight, il y a déjà très longtemps. C'est, une scène où Bruce Wayne est sous sa douche et il est hanté par une voix qui est, une voix intérieure qui est celle de Batman. En fait, le Batman critique Bruce Wayne et il est sur le point de basculer. Il y a des choses qui s'agitent en lui, qui sont en train de se réveiller. Il a tenu à bout de bras pendant 10 ans, tout en prenant, enfin, il a des conduites à risque, il y a le la bande dessinée s'ouvre quasiment sur un accident de voiture qu'il a en participant à un grand prix automobile, et en prenant des risques inconsidérés. On sent bien qu'il y a une pulsion de mort chez ce Bruce Wayne-là, et que cette pulsion de mort, en fait, c'est, celle qui naît de vouloir étouffer Batman. Et Batman est toujours là et il est en train de se réveiller et il lui parle et il l'insulte d'ailleurs. Il le traite, enfin il lui dit: «Tu es faible, tu es petit, tu n'es rien sans moi».
Et petit à petit, Batman va reprendre le contrôle de Bruce Wayne malgré tous les efforts de celui-ci. Donc là, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lecture psychanalytique des premières aventures de Batman, parce que c'est pas du tout ce que cherchent les auteurs de la première génération. Un auteur comme O'Neill, lui, l'a réintroduit d'une certaine façon chez un certain nombre de ses personnages. Et là, de Dark Knight de Miller, elle est carrément mise au grand jour. C'est-à-dire qu'on a une lecture psychiatrique de Bruce Wayne, de la dualité Bruce Wayne-Batman. On a l'échec de la thérapie suivie par Harvey Dent, qui, on pensait que reconstituer son visage permettrait de le débarrasser de cette dualité. Et en fait, ça a eu l'effet, ça l'a débarrassé de la dualité, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'est plus un monstre physiquement, mais le monstre a fini par le dévorer intégralement mentalement. Et on va avoir le Joker qui effectivement sort de sa catatonie en voyant revenir le Batman. Donc il y a cet effet jeu de miroir, et il y a d'ailleurs je crois que c'est au 3e épisode, une course-poursuite dans un parc d'attractions, et notamment dans les palais des miroirs, les tunnels de l'amour, les montagnes russes, va jouer à fond sur cette lecture du Joker. Donc c'est une date parce que ça réimpose Batman comme personnage majeur. Alors, sachant que par exemple, lors de l'éclipse des super-héros, dans les années 40-50, entre la fin des années 40 et le début des années 50, chez DC Comics, Batman est un des 3 personnages qui continue à apparaître avec Superman et Wonder Woman. Donc, il y a toujours eu une prééminence de ce personnage-là, mais le ce que va rappeler Dark Knight au public, c'est que Batman est un personnage qui peut être tout à fait adulte, ce que le grand public avait globalement oublié. Donc, passer de la série télévisée avec Adam West à Dark Knight, c'est clair que c'est quelque chose de tout à fait bizarre. Sachant qu'on a des interviews de Bob Kane après la sortie au moment de la sortie du film de Burton en 89, où le journaliste interroge Bob Kane sur Dark Knight. Et Bob Kane est très embêté pour répondre. On voit bien qu'il n'a pas compris. Vous pouvez l'enlever maintenant, je crois. Il n'a pas vraiment reconnu son personnage dans ce que montrait Miller, alors que Miller se revendiquait de revenir aux sources et à la toute première version de la figure du personnage. C'est intéressant de voir ce décalage.